5 ans pour devenir millionnaire, épisode 2, ça commence maintenant. Aujourd'hui, ce matin, j'étais focus sur un client et puis cet après-midi, je vous emmène avec moi filmer une orangerie qui est totalement rénovée, piscine creusée, etc. Et en rentrant, il faudra terminer la stratégie d'acquisition de leads pour un nouveau client, un cuisiniste que je vais voir vendredi pour le tournage de vendredi. Il est vrai que dans le premier épisode, je n'ai pas donné d'indices ou je n'ai pas donné concrètement les activités qui me permettent de vivre de mon activité entrepreneuriale. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Premièrement, il y a une activité majeure qui me fait vivre au quotidien depuis maintenant janvier 2023, pour être précis. C'est-à-dire que je suis freelance à mon compte en auto-entreprise et j'accompagne des entreprises et plus précisément des agences immobilières pour le moment à utiliser le digital à travers 3 canaux qui vont être les réseaux sociaux, la vidéo et la publicité sur Facebook. Et donc, je possède 4 clients majeurs que je facture en MRR, c'est-à-dire en revenus récurrents, en contrat de prestation de services, qui me permettent d'obtenir tous les mois des flux de chiffre d'affaires constants et de manière régulière. Donc, ça me permet d'économiser et d'avoir aussi du coup du temps pour mes autres projets. Ce premier service, il me prend, on va dire, 4 jours par semaine à peu près. Et il me reste un dernier jour, voire 2 derniers jours quand je travaille 6 jours sur 7 dans la semaine pour mes autres activités. Mes autres activités, ça va être quoi? Ça va être assez simple. En deuxième activité, il va y avoir une application que j'essaye de développer avec un codeur, donc un associé. Donc on n'a pas encore créé la société, mais on veut finaliser la version bêta de l'application pour être sûr que ça corresponde à notre marché et à notre cible pour pouvoir du coup après lancer l'application et créer la société en même temps pour juridiquement être dans les cordes. Cette application du coup c'est vraiment un projet à faire un petit peu au format startup. Donc là on n'est plus sur du freelancing mais sur une vraie société qu'on va essayer de faire monter assez rapidement si ça fonctionne. Et puis une fois qu'on aura les premiers clients, pourquoi pas faire des levées de fonds pour accélérer la dynamique de l'entreprise. J'ai du revenu récurrent qui me permet de vivre et de mettre de l'argent de côté grâce à ma première activité de freelance. J'ai une activité un petit peu plus risquée sur le développement d'une application. Et troisièmement, du coup, vous l'aviez compris, je vais petit à petit essayer de m'intéresser au reprenariat. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai mis assez d'argent de côté, j'essaierai de racheter des entreprises, soit des entreprises qui sont en difficulté, soit des entreprises qui sont rentables, mais par exemple la personne part à la retraite ou elle veut s'en séparer parce qu'elle en a marre. Et du coup, l'objectif sera de créer un groupe de plusieurs entreprises, de plusieurs sociétés. Yo la team, on se retrouve du coup suite au tournage de l'orangerie, tournage vidéo d'un bien immobilier un peu haut de gamme, atypique. Franchement, c'est super bien passé. Il faisait hyper beau. On dirait que le destin était fait pour tourner la vidéo puisque ce matin il faisait tout gris, il pleuvait. Et là vous allez voir dans la vidéo, dans les extraits, franchement il y avait du soleil de ouf. Donc je pense que ça va donner. On rentre du coup au bureau, donc chez moi. Donc voilà, on est parti, on reprend la route. Ciao. J'étais en train de sortir de la voiture et je me disais, est-ce que la plus grande réussite personnelle dans le monde professionnel, c'est pas de se dire que j'aime tellement ce que je fais, qu'il est 19h, je sors d'un tournage vidéo, j'ai encore de l'énergie, j'ai encore de la motivation, j'ai encore l'envie de travailler. Donc peut-être que je vais pousser jusqu'à 20h, 20h30, je sais pas encore. Mais est-ce que c'est pas la plus grande réussite? Mais en fait, je vis de ma propre activité et de me dire que voilà, je peux aménager mes horaires comme je veux. Et je pense que c'est une de mes plus grandes réussites, c'est de me dire que j'arrive à être en accord avec mes propres envies et ma propre personnalité grâce à mon activité. Donc est-ce que je suis sur la bonne voie plutôt? Je pense que oui, et du coup je suis plein de gratitude par rapport à tout ça et en fait ça me donne juste envie de continuer à persévérer et à aller de l'avant parce qu'en fait je pense que je suis 100% épanoui dans mon activité quoi. Donc voilà. Personnellement, j'aimerais mettre l'accent sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est de croire au processus. C'est-à-dire qu'en fait on a tendance à se dire que lorsqu'on atteindra notre objectif, là on pourra profiter et là on sera heureux, mais on oublie de profiter de tout le chemin pour atteindre l'objectif. Et je pense qu'en fait le plus kiffant dans l'entrepreneuriat, et moi personnellement ce qui m'anime le plus, c'est le fait de créer, le fait de me poser des questions, le fait d'essayer de répondre à des problématiques, à des problèmes que je rencontre dans mon aventure entrepreneuriale. Et honnêtement, ce que j'ai appris à faire, c'est d'être patient et surtout d'être résilient face aux problématiques rencontrées pour en fait kiffer le processus, kiffer le chemin et prendre du plaisir en allant vers notre objectif final. Donc voilà, ne pas oublier d'aimer ce que l'on fait au quotidien et de ne pas toujours avoir la tête dans le futur à essayer de se projeter une fois que l'objectif sera atteint. Il est 21h17, donc comme je l'avais dit, j'avais l'énergie, j'avais la motivation, j'avais l'envie de travailler ce soir, mais j'ai fait la grosse partie que je voulais faire, c'est-à-dire que j'ai finalisé la stratégie et j'ai envoyé tout le script vidéo au cuisiniste pour le tournage de vendredi. Donc j'ai tout fait via en fait, en gros j'ai processisé vraiment ma génération de leads avec en fait un template à chaque fois à remplir
pour créer une offre irrésistible, pour créer les emails de relance, pour créer les landing pages, par rapport à chaque entreprise. En fait, j'ai juste à remplir des cases. Après, je mets tout sur ChatGPT. J'ai des templates pareil que j'envoie à ChatGPT pour reformuler un peu tout ce process-là. Donc, j'automatise un peu tout ce processus-là. Alors, je vous parle souvent de mes activités, mais je ne vous ai pas dit quel outil j'utilise, quel chiffre d'affaires je génère. Donc, en moyenne, depuis janvier 2024, j'ai généré un petit peu plus de 4 000 euros lissés sur les premiers mois en termes de chiffre d'affaires, bien sûr. Donc, ce n'est pas ce qui rentre dans ma poche. Sachant que je suis en auto-entreprise, donc j'ai 21,8% de mémoire d'URSSAF qui est soustrait de mon chiffre d'affaires. Je n'ai pas encore passé le seuil de la TVA, mais il va arriver là prochainement, donc il va falloir que je switch et que je rajoute sur mes facturations la TVA, qui est bien sûr de 20%. Et donc après, j'ai des charges. Et dans mes charges, c'est assez simple, ce sont mes logiciels et l'achat de mon matériel. Donc les charges fixes sont les suivantes. Je vais avoir ChatGPT Pro qui coûte environ 22 euros. Je vais avoir Canva Pro qui coûte environ 13 euros. Mon logiciel de montage vidéo qui me coûte aux alentours de 27 euros. Un logiciel pour faire des transferts avec beaucoup de gigas qui me coûte 10 euros. J'ai un logiciel de marketing qui s'appelle GoLevel qui coûte 90 euros. De mémoire, j'ai Notion Pro aussi pour avoir plus de capacité de stockage. Après, bien sûr, j'ai tout ce qui est assurance, etc. à rajouter. Et donc, je sais que je me tire entre 250 euros et 300 euros par mois de charges fixes. Sachant que le gros logiciel qui coûte 90 euros, il me permet non seulement de gérer mes sites internet, mes tunnels de vente, mes CRM, mon automatisation de mon business et bien sûr aussi toute cette automatisation, les tunnels de vente, etc. pour mes clients. Donc c'est vraiment un game changer. En vrai, en rapport qualité-prix, ça me permet de faire beaucoup d'économies. Et donc voilà, je pense que j'ai oublié aucun outil. Après, il y a les charges qui ne sont pas fixes mais qui sont variables. C'est quand je vais acheter par exemple du matériel. Quand on est dans le digital, dans l'audiovisuel, on sait que ça coûte cher. Exemple, le fond vert, je l'ai payé. Ma caméra que vous voyez, je l'ai payé. Mes micro-cravates, je les ai payés. Mes lumières, je les ai payées. Mon stabilisateur pour prendre les biens, je les ai payés. Et ça monte assez vite. Donc, il y a deux choix. Quand c'est vraiment trop important, je fais des paiements échelonnés en plusieurs fois sans frais. Puisque comme ça, vu que moi j'ai des revenus assez réguliers via ma première activité, ça me permet de compenser en fait ces grosses dépenses via un paiement différé. Sinon, si ce n'est pas des dépenses élevées, je les achète en une seule fois, bien sûr. J'ai potentiellement, comme je vous disais, une volonté de m'éloigner de l'immobilier, enfin de rester dans l'immobilier, mais de diversifier ma cible. Et donc, j'aurai potentiellement un premier client, un premier prospect, parce que je vais peut-être lui faire gratuit pour lui montrer ce que je sais faire et après, du coup, essayer de le fidéliser. Donc, dans le monde du vin, et surtout que dans le monde du vin, je pense qu'une fois qu'on rentre dans ce monde-là, ça peut aller très vite par le bouche-oreille, parce que tout le monde se connaît. Et donc, je lui ai envoyé quelques idées de vidéos dans le monde du vin, donc ça pourrait être assez intéressant. Il y a un élément sur lequel j'aimerais insister en fait, et que les nouvelles générations comme nous, donc moi j'ai 25 ans et même encore les plus jeunes, en fait, on est né dans le digital et là il y a une grosse vogue, une grosse mode de tout l'aspect automatisation, notamment dans la prospection. Donc surtout, ne pas négliger tout l'aspect relationnel, tout le réseau que vous allez tisser autour de vous. Un client que vous avez satisfait peut vous recommander auprès de tous ses autres partenaires ou tous ses autres clients ou tous ses autres prestataires, et donc vous allez pouvoir potentiellement créer une sorte d'écosystème de plusieurs entrepreneurs autour de vous qui vont pouvoir soit faire appel à vos services s'ils en ont besoin, soit vous recommander auprès d'autres professionnels ou d'autres clients. Et donc j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir tout faire avec le digital en oubliant l'aspect humain du business. Là, ce qui me reste à faire ce soir, c'est assez simple. Je dois tester en fait l'application qu'on est en train de créer pour voir les bugs et les identifier, les envoyer au codeur, c'est-à-dire à mon associé. Et il faut que je programme le réel pour demain, parce que j'essaie de faire un réel par jour que je tire de chaque épisode. Je voulais revenir sur l'application qu'on est en train de créer avec mon associé. C'est vrai que c'est un super projet qui est ambitieux. On va arriver dans un marché où il y a beaucoup de concurrence. On a une idée qui n'existe pas. Donc c'est pour ça que je ne communique pas dessus. Je ne vous explique pas ce que c'est du tout parce qu'en fait ça n'existe pas. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui apprend ce qu'on est en train de faire, surtout les grosses startups déjà existantes ou les grosses entreprises déjà existantes dans le milieu où on veut s'installer, elles vont juste apprendre l'idée qu'on a. Et en un mois, avec tout le staff qu'elles ont au sein de leur entreprise, elles vont pouvoir nous dépasser à vitesse grand V. Donc pour l'instant, en fait, on ne communique pas du tout dessus. On rencontre des bugs qui nous ralentissent beaucoup dans le projet. Et donc, c'est un petit peu compliqué d'en parler et on stagne un petit peu, même si on garde la foi, parce qu'en fait, on a déjà des clients qui sont prêts à nous suivre une fois que l'application est prête. Et il faut qu'on la finalise. C'est-à-dire que là, on a peut-être fait 75% du taf de l'application et on est en train de bloquer sur les 25% restants de l'application.
Donc c'est assez compliqué. Ce qui est aussi compliqué, c'est que moi du coup je suis chargé de tout l'aspect marketing, commercial et sales de l'application, pendant que mon associé lui c'est plus sur le développement, le code et tout ce qui va être gérer le back-end une fois qu'elle sera lancée. Et donc en fait moi pour l'instant en fait j'ai un peu l'impression de servir à rien, même si je lui ai donné des conseils. C'est moi qui ai créé le nom de l'application, qui ai créé tout le branding de l'application, tous les pipelines du CRM. Mais en fait, le problème, c'est que pendant que l'application n'est pas prête, moi, j'ai l'impression un petit peu de servir à rien. Et du coup, voilà, tout simplement. Donc, voilà la principale difficulté de notre création d'application actuellement. Donc, le premier épisode est sorti aujourd'hui. Je suis en train de regarder sur mon portable. J'ai mis, donc ça fait 24 heures qu'elle est en ligne, la vidéo. Maintenant, on va faire le point sur la première vidéo que j'ai sortie, donc l'épisode 1 de 5 ans pour devenir millionnaire. Donc moi, je l'ai sorti, je me suis dit, ok, ça va peut-être intéresser des personnes. Après, voilà, je ne suis pas pro des vlogs, c'est mon premier, je ne sais pas si ça va marcher, si ça va attirer, si ça va plaire, etc. Et honnêtement, j'étais agréablement surpris. Donc en fait, j'avais déjà une chaîne YouTube avant qui était inutilisée depuis au moins un an, même un an et demi. Et donc je me suis dit, je vais la reposter dessus parce que j'ai pas envie de mélanger mon entreprise et ma création de contenu personnel. Et donc, tout simplement, la vidéo a fait 848 vues en à peine une semaine, 850 vues, pour une durée visionnage de 43,8. Et j'ai eu 31 likes et 25 commentaires. Et sur les 25 commentaires, ce qui m'a touché, c'est qu'il y a plein de gens qui étaient hyper contents, qui ont trouvé ça hyper cool comme concept, qui sont un petit peu dans le même objectif que moi et qui ont les mêmes envies et du coup vont pouvoir suivre ce projet que je suis en train de créer et on va pouvoir s'entraider dans les commentaires, etc., etc. Sachant que j'étais à 317 abonnés et là je suis à 347 abonnés, donc là sur 850 vues j'ai eu 30 abonnés. Donc c'est plutôt cool pour un redémarrage de chaîne YouTube. J'espère qu'on sera de plus en plus à suivre cette aventure et à s'entraider dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me raconter quel business vous faites dans les commentaires. Et puis je suis en pleine hésitation parce que dans une semaine et demie, je suis en vacances, parce que c'est important de prendre des vacances quand même. Et donc je pars 3 semaines en road trip comme je vous avais dit avec mon van. Et en fait je suis en hésitation à me dire, est-ce que je n'amènerai pas ma caméra? Est-ce que je vloguerai pas sans être tous les jours sur les écrans parce que ça va me couper? Mais est-ce que je vous montrerai pas, voilà. Parce qu'en fait, ça fait partie de la vie d'entrepreneur de savoir couper, de se retrouver avec soi-même. Et je me dis que ça peut être intéressant de filmer un petit peu mon évolution face à la solitude, parce que 3 semaines, ça peut être long et il peut m'arriver des mésaventures. Donc je suis en pleine réflexion. Donc sur ce, voilà, je continue à taffer, on se dit à demain. Alors comme vous l'avez compris, je suis sur plusieurs projets à la fois, donc forcément ça nécessite une organisation vraiment au top, ça nécessite une hygiène de vie au top, et ça nécessite de bien se reposer pour être en forme, etc. Or, là je suis vraiment en train de comprendre les points négatifs de l'entrepreneuriat. C'est que quand on est tout seul, on peut déléguer, mais déléguer, ça coûte de l'argent. Et donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est rentable pour moi de déléguer ou est-ce qu'il faut que je fasse la tâche moi-même? Or, moi, je vois qu'en ce moment, je commence à être un peu full, un peu surbooké entre mon activité de freelance, mon application, ma chaîne YouTube et la prospection de toutes ces choses-là. Enfin, essayer de mettre toutes ces choses-là en harmonie, plus en plus la rénovation de mon van le week-end, je commence vraiment à sentir que l'organisme il commence à faire un petit peu la gueule. Donc je pense qu'on va être bienvenus en vacances bientôt, dans une semaine. Ça va nous faire le plus grand bien de partir 3 semaines en road trip. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Alors c'était juste pour vous dire que l'entrepreneuriat c'est bien, ça fait rêver, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut prendre conscience que oui, on peut devenir entre guillemets maître de sa vie parce qu'on peut travailler quand on veut, mais je mets bien entre guillemets parce qu'on a toujours quand même des contraintes. Il ne faut pas croire qu'on fait n'importe quoi quand on veut, mais il y a quand même un aspect d'accumulation de stress, je compte pas mes heures, si j'ai pas fini ce que j'ai à faire, il faut que je le finisse, que personne ne veut le faire à ma place, et donc il y a une certaine aussi pression sur le chiffre, puisque du coup si je fais pas rentrer d'argent dans ma boîte, soit ma boîte est cool, soit je peux pas en vivre. Donc faut aimer en fait vivre avec cette pression là, cette adrénaline, et je pense qu'il y a, quand on est entrepreneur, il y a une certaine addiction à l'adrénaline, je pense, et je le remarque chez beaucoup de personnes que je rencontre. Yo, j'étais en train de travailler comme un acharné, parce qu'en ce moment j'ai pas vraiment de pause, je travaille beaucoup, je m'ennuie pas, j'ai des to-do list à rallonge, et je me disais en fait que pour être entrepreneur, je pense qu'il faut être fou. Je pense qu'il y a une forme de folie, parce qu'en fait on pourrait très bien être salarié ou avec de l'ambition, parce qu'on peut être salarié avoir de l'ambition, on peut être salarié avoir des postes avec des responsabilités. Enfin, il y a plein de postes dans le salariat. Moi, je suis pas du genre à dénigrer de salariat. On peut s'épanouir tout simplement dans le salariat et puis on a cette certaine sécurité, cette sérénité de se dire que tous les mois on a un salaire, etc. Tout en s'épanouissant. Or, je pense vraiment pour être entrepreneur, il y a un truc là, il y a un truc qui se passe, je sais pas. Parce qu'en fait, on s'inflige une certaine forme de souffrance, on est tout en train de réfléchir, trouver des solutions à un problème, on a toujours besoin de se challenger, d'aller chercher plus,
Et je pense qu'il y a un truc, je pense que tous les entrepreneurs ont ça, et je pense qu'il y a une certaine folie. Donc c'était ma réflexion du soir, donc dites-moi ce que vous en pensez. Alors moi, mon business, je l'ai basé sur quelque chose d'assez simple, c'est je privilégie le MRR à l'étiquette. Il y a beaucoup de gens qui vont dire faites de l'étiquette, facturez vos offres hyper chères, et comme ça vous allez avoir des rentrées d'argent beaucoup plus faciles, vous avez moins besoin de prospecter, etc. Or moi j'ai une vision un peu différente, c'est quand je le peux, je facture pas en high ticket, donc c'est-à-dire un prix assez élevé, mais je facture un petit peu moins cher peut-être de ce que vaut mon service. Par contre, en contrepartie, je demande à mon client un forfait sur plusieurs mois, donc sur 3, 6, 9, 12 mois. Et donc, ça me permet en fait d'avoir cette stabilité et de répondre en fait à la problématique de l'entrepreneuriat qui est d'être toujours en train de courir après les clients, de s'imposer un stress par rapport aux chiffres, etc. Et donc, je préfère du coup être moins cher que mes concurrents, mais faire en sorte de customiser mon écosystème de packs et de prestations pour avoir du MRR, donc du revenu récurrent, et avoir une stabilité dans ma boîte et notamment une stabilité dans ma tête qui me permet d'être un petit peu plus serein, de sécuriser mes rentrées d'argent. Et puis après, me concernant plus sur mon côté business, je me suis rendu compte qu'il y a un truc en fait que je faisais pas et qui est hyper important. Et en fait, j'ai remarqué que quand on est entrepreneur, on donne tellement tout pour ses clients qu'en fait on néglige, même si on est expert dans un domaine, par exemple moi qui fais de la com, de la vidéo, etc. Vu que je donne tout pour mes clients pour faire exploser mon entreprise, mais en fait je néglige ma com à moi. Et je pense que c'est tout le temps ça en fait. C'est un peu le truc c'est toujours le cordonnier le moins bien chaussé. Je crois que c'est cette expression qu'on dit. En vrai, c'est vraiment une réalité. Du coup, il y a quelque chose que je fais vraiment mal et qu'il faut que j'améliore. C'est que en fait, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, j'ai eu plein de monde de devis. J'ai un CRM, mais je prends pas le temps de mettre tout dans le CRM. C'est-à-dire que je pourrais par exemple créer mon CRM automatisé avec mon logiciel, toute ma prospection, mon nurturing de prospects, mon entretien de prospects. Et ça, c'est vrai que je le fais pas et je suis sûr que je pourrais gagner énormément de temps et même d'argent parce que je pourrais avoir des prospects comme ça. Alors, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes forcément intéressé par l'entrepreneuriat ou le fait de gagner de l'argent ou d'avoir un projet qui va pouvoir vous générer des revenus. Comment moi je fais pour trouver mes clients, comment j'ai fait pour trouver mes premiers clients, c'est assez simple. Il y a deux axes et je me focus sur ces deux axes parce que c'est ces deux axes qui m'ont rapporté le plus de clients. C'est LinkedIn et le réseau professionnel. C'est LinkedIn et le réseau professionnel. Donc voilà, vous connaissez forcément la loi de Pareto, la règle du 20-80. Donc 20% de vos efforts représentent 80% de vos résultats. Donc 20% de mes efforts, je les mets sur LinkedIn et mon réseau professionnel, c'est-à-dire soit faire parler de moi autour de moi, faire en sorte que mes clients me recommandent, soit aller dans des clubs d'affaires, rencontrer du monde, discuter avec des gens, me faire connaître, etc. Et bien sûr être présent sur LinkedIn parce que ma cible, c'est les directeurs d'entreprise, les gérants de société. Et donc, moi, je dois être sur le réseau numéro 1 B2B si je veux parler et accrocher à ma cible. Donc voilà, pour moi, si vous vous lancez juste, soyez sur LinkedIn, postez, montrez ce que vous savez faire, faites des études de cas, des choses comme ça. Et surtout, si vous voulez vraiment aller vite dans le développement de votre entreprise, au tout départ, vu que personne ne vous connaît, personne ne va vous faire confiance, si vous n'avez pas d'avis, qu'est-ce que vous devez faire? Moi, je l'ai fait au début, c'est se créer un portfolio de tout ce que vous savez faire. Et donc, vous allez offrir et là vous allez me dire, ouais, mais il faut jamais offrir. Vous allez offrir vos premières prestations pour vous créer un carnet d'études de cas et satisfaire vos premiers clients, puisque ce ne sont pas des personnes qui vous ont rémunéré. Mais du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir montrer sur LinkedIn ou à votre réseau que vous savez faire, que vous pouvez leur apporter des résultats, répondre à leurs problématiques. Et donc comme ça, vous aurez beaucoup plus de facilité à convaincre vos futurs prospects que si vous n'avez rien à montrer. Parce qu'actuellement, que vous soyez freelance, que vous soyez entrepreneur, vous aurez forcément des concurrents. Donc comment on se démarque de ces concurrents? En amenant des résultats véridiques et pas seulement de la parole. Donc je vous emmène avec moi, on va se promener tout de suite dans mon coin préféré, dans ma ville, au bord de l'eau. Allez, c'est parti. Vous parlez aussi d'une chose qui me tient à cœur, c'est l'importance des amis quand on est entrepreneur. On a tendance à, surtout en ce moment sur les réseaux sociaux, à voir que quand on est entrepreneur, il faut se mettre en monkey mode, c'est-à-dire dans sa bulle, être focus sur ses objectifs, couper les distractions, ne plus sortir, etc. Alors oui, il y a une partie qui est vraie, on est obligé de faire des sacrifices si on veut réussir, on ne peut pas sortir tous les soirs, on ne peut pas aller arrêter le travail à 16h, en gros on ne peut pas faire 9h, 16h quand on est entrepreneur. Pour moi, oui, on travaille peut-être plus que certaines personnes, mais il ne faut pas se couper de ses amis. C'est important de donner des coups de main à ses amis, c'est important de garder contact avec eux, de les voir, sauf si ces amis sont néfastes
pour votre projet. Bien sûr, là oui, il faudra couper les ponts, mais n'oubliez pas d'où vous venez et ne restez pas tout seul. L'entrepreneuriat isole, surtout par exemple quand on est freelance comme moi, on est souvent seul. Et donc, gardez un lien avec votre famille, avec vos amis, c'est hyper important pour votre santé mentale. Et surtout, imaginons que demain, vous ayez donné un maximum, votre boîte elle marche et du jour au lendemain, votre boîte elle se crache et du coup, vous n'avez plus rien. Et bien les gens qui seront là, ce seront vos amis. Mais si vous avez coupé les ponts avec eux, que vous crachez ou pas, ils ne seront plus là pour vous. Donc vous vous retrouverez tout seul. Donc continuez à garder du lien avec les gens que vous aimez et je pense que c'est hyper important. En vrai de vrai, il y a un truc que je trouve important à dire, c'est que actuellement, dans notre société, on idéalise beaucoup le fait de vivre loin de sa famille, d'être indépendant, d'aller vivre à Bali, à Dubaï, à machin chouette, etc. Mais je voulais surtout vous dire que des fois, le bonheur se trouve dans les choses simples, dans le sens où, même si on a un esprit entrepreneurial, si on veut gagner de l'argent, etc., faut pas oublier d'où on vient, il faut pas oublier de se poser, etc. Et du coup, en fait, moi, j'étais en train de regarder, là, je sais pas si vous aimez ça, mais la MMA. Et en fait, j'étais en train de manger, tout simplement, une galette de blé noir que je me suis fait tout seul, grave dans un état d'esprit de gratitude en me disant, en fait, là, j'ai passé une bonne journée de travail, je kiffe mon travail, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, ma to-do list, elle est faite. J'ai eu le temps même d'aller me promener, j'ai eu le temps d'appeler mes proches, ma famille, etc. J'ai eu le temps de filer un coup de main à de mes potes pour aller lui acheter un truc. J'ai eu le temps de faire ma vaisselle, de faire un peu à manger. Et là, j'ai le temps de me poser et regarder un petit truc qui me fait kiffer, qui est la MMA. Donc je voulais rajouter un truc notamment sur la MMA et notamment sur Paul Dena. C'est une source d'inspiration pour moi dans le sens où on n'a pas forcément besoin de s'inspirer des personnes qui ont déjà réussi, qui sont déjà au top de leur niveau, mais on peut aussi s'inspirer des personnes qui sont en cours de réalisation de leur projet, comme Paul. C'est une personne qui a commencé de rien du tout, il a documenté son quotidien, il est patient, il travaille, il sait où il veut aller, il a une bonne mentale et du coup je suis quasiment sûr qu'il arrivera à arriver à ses fins. Parce qu'il a le bon mindset et du coup c'est une source d'inspiration pour moi, notamment parce que du coup il a réussi à lier sa passion et YouTube, et j'aimerais faire de même, lier ma passion, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, avec une chaîne YouTube. Donc vraiment je vous invite à suivre, que ça soit dans ses combats ou sur sa chaîne YouTube. De plus, il y a vraiment un parallèle à faire entre la MMA et le sport en général et l'entrepreneuriat, dans le sens où pour moi un entrepreneur est un sportif de haut niveau puisqu'il y a les mêmes besoins, c'est-à-dire qu'on doit faire des sacrifices, on doit avoir le goût du travail, le goût de l'effort, on doit être résilient. Un entrepreneur est un sportif de haut niveau dans le sens où un entrepreneur doit prendre soin de soi, il doit prendre soin de sa santé mentale, de sa santé physique, il doit bien s'alimenter, bien se reposer. Donc voilà, c'était le parallèle et l'aparté que je voulais faire aujourd'hui. Vendredi, dernier jour de la semaine, donc c'était hyper bien ce matin, j'avais le tournage avec le cuisiniste. Franchement les cuisines elles sont incroyables, il y a du marbre et tout, enfin bref, c'est style à l'italienne et tout. Je vais vous montrer quelques exemples et puis je vais vous montrer quelques exemples des publicités qu'on a tournées. Dans le sens où du coup on va faire une campagne Facebook Ads, j'ai fait 2 créatives, une créative un petit peu plus professionnelle avec un pitch est faite par le patron de la boîte, enfin le gérant, et un deuxième que je vous montrerai lui, qui est un style un petit peu UGC, comme c'est à la mode en ce moment. En fait j'ai fait la personne qui vient d'acheter une cuisine, et du coup ça fait un petit peu comme un témoignage client où j'incite les gens à répondre à l'offre qui est proposée en fait dans la publicité Facebook. Donc cette publicité là on la lancera après mes vacances, donc on s'en occupera fin août, début septembre. La conception sur mesure de votre cuisine est totalement offerte. En plus de ça, pour l'offre de rentrée dès septembre 2024, vous pourrez bénéficier de 1 000 € de réduction sur toute leur cuisine. Alors, c'est pas incroyable ? Toi, j'aurais dû être youtubeur. L'idée, c'est que là, je facture à la performance. C'est-à-dire que ils ne m'ont pas payé. Pour l'instant, je travaille gratuitement. Et en fait, je serai payé uniquement si ça leur rapporte du chiffre d'affaires. J'ai négocié un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et l'idée, c'est de faire un maximum de ventes grâce à ma publicité pour que derrière, ils me rémunèrent à la réussite. Premièrement, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai jamais fait de publicité pour les cuisinistes sur Facebook. Donc, j'ai pas fait de preuve à leur montrer que ça va fonctionner. Donc, c'est plus facile de tenter la chose. De deux, ça me permet d'avoir une étude de cas. Comme je vous disais, c'est important des fois d'offrir ce service pour avoir une preuve que ça fonctionne pour aller après chercher d'autres prospects dans la même niche. Et ça me permet aussi d'avoir vraiment, en négociant un pourcentage, d'avoir une plus grosse rémunération que si je faisais un tarif fixe. C'est-à-dire que demain, par exemple le mois prochain, je vends une seule cuisine, ok, un petit peu relou, donc je vais prendre le pourcentage. Par exemple, ils me disent, bon ben voilà, ça a fonctionné avec un petit budget, on est capable d'augmenter notre budget publicitaire si ça nous en rapporte 3 de plus. Imaginons que j'en réussisse grâce à la publicité à leur rapporter 3 ventes de plus, et bien en fait je fais x3 sur la rémunération que je vais avoir à la réussite. Et donc là c'est intéressant. Ensuite j'ai enchaîné à midi dans la même ville, j'ai fait une pierre de coups, j'ai été hyper smart. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Erwan, qui est en train de monter sa boîte, qui a monté sa boîte de mandataire immobilier un petit peu spécial. Et donc c'était hyper intéressant. En fait j'y allais vraiment pour sans prétention de vendre mes services ou quoi que ce soit, mais plus dans l'objectif de rencontrer une nouvelle personne, un nouvel entrepreneur, une nouvelle vision, échanger avec lui sur
sur voilà son projet à lui et moi parler de mon projet à moi et puis faire une nouvelle rencontre. Et honnêtement, c'est hyper bien passé. En plus, ça, la pizza était bonne. Et donc voilà, il est hyper intéressant. Il y a une chaîne YouTube. Je vous la mettrai quelque part si vous souhaitez aller la voir. Il a notamment interviewé Oussama Hamar et d'autres infopreneurs hyper connus et entrepreneurs hyper connus. Et donc voilà, j'aimerais conclure ce deuxième épisode de 5 ans pour devenir millionnaire par une chose, c'est il n'y a pas vraiment de plan, je pense, pour arriver à atteindre le million d'euros. En fait, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir une ligne directrice, de la suivre et de se dire, bon, on verra où ça me mène. Et même s'il y a des problèmes que je rencontre, il faudra que je fasse preuve d'agilité et d'intelligence entrepreneuriale pour pouvoir les surmonter, pour pouvoir y répondre, les contourner. Et voilà. Mais donc, je pense pas que moi, j'ai un plan, j'ai une ligne directrice, on va dire que je souhaite suivre. Mais je sais très bien que dans 6 mois, en fait, ce plan il va changer parce que je ne sais pas de quoi est fait demain. Je ne sais pas les opportunités qui vont se présenter à moi, les rencontres que je vais faire, ce qu'elles vont pouvoir m'apporter. Il y a peut-être aussi, on est forcément relié aussi à l'activité économique, écologique, géopolitique, politique de où on vit. Et donc, en fait, il y a un facteur immense qui peuvent avoir une influence sur votre business, sur votre activité. Donc, fixez-vous une ligne directrice, un petit plan, suivez-le. Et une fois que vous avez des problématiques, on ne s'inquiète pas, on essaie de les contourner, on essaie d'y répondre et on essaie de faire preuve d'agilité. Donc voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, donnez votre avis en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un